Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter un nouveau conte des contes de ma grotte aux fées. Voici la vue traditionnelle avec mon ouvrage sous forme papier disponible. Écrivez-moi si vous voulez en offrir un exemplaire pour un anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année, comme bien des personnes l'ont fait jusqu'ici. Dans ces contes, voilà la table afférente. Nous allons parler aujourd'hui des mariés du Camisard. Étrange aventure que ce couple qui s'est aventuré sous terre. Et véridique. Il y aura 3 ou 4 épisodes. Et donc, c'est le premier. Je commence. Je vais donc vous raconter une histoire qui se termine bien, mais au travers d'une angoisse terrible. Cette histoire s'est passée il y a quelque temps, en 1902. Je ne me souviens plus du jour ou du mois, mais il est sûr que c'était en 1902. Alors, imaginons que nous sommes au mois de mai, par exemple, à l'époque des cerisiers et des pêchers en fleurs, parce que ce début d'histoire en sera plus joli, tout simplement. Imaginons des pêchers en fleurs. Et on va prendre n'importe quel jour. Allez, donc ce dimanche du 28 mai, allez, 1902, dans l'Aveyron, dans un petit village, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Affrique, l'autobus qui relie ce chef-lieu à la commune de Saint-Rome de Cernon s'arrête en couinant d'ailleurs, coin coin, sur la place centrale du village. En bordure de celle-ci se trouve l'Hôtel de France, qui fait aussi bar, ainsi que bien sûr la vieille église catholique, qui dans un lointain passé dressa sa haute silhouette contre les feux protestants de l'arrière-pays des Camisards. Une révolte protestante, en quelque sorte, les Camisards. La porte de l'autobus livre passage à plusieurs voyageurs. Parmi eux se trouve un jeune couple. On devine aisément, à leur âge, qu'il s'agit, et à leur comportement, qu'il s'agit de jeunes mariés. Le bonheur se voit à leur silhouette confondue, virgule, à les regarder marcher, main dans la main, l'un contre l'autre, comme s'ils étaient jumeaux. Le chauffeur vient d'ouvrir le coffre ventral de l'autobus et de celui-ci, il délivre les bagages à chacun des passagers. Le couple prend 2 valises. La femme remercie le chauffeur d'un petit air si gracieux que ce dernier, à les voir s'éloigner vers l'hôtel, soupire en lâchant. Té, jeunesse, en voilà un joli couple. Ah, si ça pouvait durer toujours. Ah bon, ne penchons pas vers ce pessimisme traditionnel. Revenons à la réalité. Le jeune marié est aussi fin que sa compagne. Légèrement plus grand, les cheveux moins bouclés,
lui tombent sur les épaules comme des vagues d'anthracite, et son regard se teinte de l'insouciance des pétales roses du péché dont nous parlions au début de cette histoire. Tout se tient, voyez-vous. Gerbert l'hôtelier, lui, est un homme grand, fort, aux larges moustaches, et qui a fait la guerre de 1870 contre les Prussiens. Pour lui comme pour feu son grand-père, il n'y a que la tradition bonapartiste qui tienne. Napoléon III n'a pas perdu la guerre, mais c'est la Commune de Paris qui est responsable du désastre. Et puis l'Alsace. Un jour, bientôt, les Boches, on les aura. Je peux vraiment vous assurer que le client qui loge à l'étage, en même temps qu'il gravit les marches de l'escalier, passe devant une série de tableaux qui illustrent les grandes batailles de cette guerre, sauf inévitablement Sedan. J'ouvre une courte parenthèse. Il m'est arrivé de devoir une fois dans ma vie me rendre à Sedan, et donc j'ai téléphoné pour réserver une chambre dans un hôtel, et j'ai eu l'hôtelier, forcément. Et j'ai dit, ah, à Sedan, c'est célèbre pour la défaite de Napoléon III. Alors tout de suite, du tac au tac, il m'a répondu, il n'y a pas que la défaite à Sedan, il y a bien d'autres choses plus joyeuses. Bon, voilà. Le poids de l'histoire est toujours là. Je ferme la parenthèse. Si bien qu'en arrivant sur le plancher ciré à l'odeur forte de cire d'abeille, le voyageur a comme l'impression d'avoir frôlé la balle et la mitraille, d'avoir échappé aux charges des Uhlans et des Prussiens. Et pour un peu, dans l'obscurité qui règne à certains moments, car à cette époque il n'y a pas d'électricité, il s'avance prudemment dans le couloir, de peur de se heurter à un cosaque. L'hôtelier a d'ailleurs sur la joue gauche la trace d'une balafre que lui a laissé le sabre d'un colosse prussien. De temps à autre, machinalement, sans y penser, il a toujours le réflexe de passer la main de ce côté, gauche donc. Voilà. Faudra un jour que je fasse une vidéo sur la guerre du Tonkin, où il y a un Français qui avait été pris par un colosse chinois qui, avec son grand sabre, s'apprêtait à lui couper la tête. Voilà. Bon. Toujours la guerre. C'est justement en faisant ce geste qu'il aperçoit le jeune couple venant juste de pousser la porte vitrée de l'hôtel, soigneusement huilée, et qui bâille en silence. « Qu'y a-t-il pour votre service ?» dit-il. Le jeune couple lui réserve pour le soir une chambre, puis comme il n'est que 2 heures de l'après-midi, il lui demande ce qu'il y a à voir dans le pays, comment meubler cet après-midi. L'hôtelier leur répond qu'en partant par derrière l'église, il y a une longue et jolie promenade à travers les champs, en bordure d'une colline, grillée par le soleil. Il y a là une rivière avec un joli pont courbé à 3 arches, pont qui remonte à l'époque romaine, car les Romains étaient partout, véritablement, et sur lesquels des messieurs de Paris ont même écrit un petit livre qu'il a là, cet hôtelier, dans sa bibliothèque. Ah oui, il y a aussi une baume, c'est-à-dire une grotte, dédiée à la Vierge,
qui mérite un petit détour, qui n'est pas dangereuse, mais il ne faut pas aller trop loin, car on ne sait pas trop où est le fond. Il ne faut pas aller trop loin dans cette borne. Il le dit et redit au jeune couple. Vous avez tout le temps de faire cette promenade. Allez-y de suite. Laissez là vos bagages près de la penderie de l'empereur. Je monterai vos bagages à l'étage, tout à l'heure. Et voici notre couple, ravi de cette aubaine, qui se dirige vers la porte, l'ouvre en silence, car elle est bien huilée, vous le savez, et sort dans la lumière crue du soleil, qui lui fait comme une auréole de sainteté tout autour. Cette auréole, on souhaite qu'elle dure. Et on va voir dans quelle pénible aventure ce jeune couple va se plonger. Bien, ceci étant dit, je vous dis au revoir à toutes et à tous, et à la suite des mariés de Camisard numéro 2.